Sa famille venait d'Espagne, de cette région des Pyrénées proche de la frontière française qu'on nomme le Mont Perdu. Selon les archives locales, sa généalogie remontait jusqu'au XIIIe siècle, lorsqu'un lointain aïeul venu de Barcelone reçut du comte de la dite cité, pour bravoure au combat, le titre de baron et un fief, quelques arpents de terre aride au pied du Mont Perdu. Cet homme dont elle ne savait rien, un rustre sans doute, qui avait écumé la Méditerranée sous les ordres de Roger et de Flore pour y faire triompher les couleurs catalanes, avait construit là une demeure confortable, du moins se l'imaginait-elle ainsi, où, de génération en génération, des gens portant son nom avaient vécu et étaient morts. Jusqu'à ce jour lointain où l'un d'eux avait préféré le doux air des rivages méditerranéens à la violence des orages estivaux et à la froidure hivernale de ce pays aragonais. Un à un, ses enfants l'avaient suivi, abandonnant la demeure à des domestiques, oubliant de payer les impôts, oubliant même jusqu'à l'existence d'un tel lieu que, depuis 2 générations, plus aucun héritier légitime ne s'était risqué à visiter. Et voilà que, presque par inadvertance, au détour d'une phrase, son père avait glissé dans la conversation une allusion à une lettre du maire de la ville de M, le conviant à venir inaugurer une maison de la culture, laquelle n'était autre que la demeure de ses aïeux, abandonnée depuis près de 100 ans. Personne n'a jamais su comment les autorités de M avaient trouvé la trace de son père, cet homme discret, qui n'entretenait plus avec l'Espagne que des relations lointaines, quasi inexistantes. Elle l'interrogea de ce ton abrupt, son air d'institutrice, disait-on dans la famille, qu'elle employait volontiers avec des siens, plus par peur d'être prise dans le flux d'émotions difficiles à maîtriser que par réelle froideur. Qu'avait-il fait de la lettre? Avait-il répondu? Pourquoi ne lui en avait-il pas parlé avant? Puis, pourquoi avait-il refusé d'y aller? Et enfin, pourquoi ne pas lui avoir confié cette mission à elle? Le père haussa les épaules, il n'avait rien à faire là-bas, il n'y était jamais allé, il se réjouissait d'apprendre qu'une maison de la culture était installée dans ce lieu que les siens avaient fui. Le grand-père, dernier occupant du domaine, disait volontiers, accompagnant sa phrase d'un soupir, que ça aurait pu être le paradis, cette demeure là-bas dans la lumière noire de ces cieux bleu marine. Mais il ne précisait jamais pourquoi cela ne l'avait pas été pour lui. Il n'était pas homme à être interrogé et encore moins à répondre à des questions concernant sa jeunesse ou sa vie privée. Il en avait dit beaucoup avec ces quelques mots, trop. Il lui fallut insister pour que son père aille chercher la lettre enfouie sous quelques mois de paperasse non rangée, l'exhuma et la lui tendit. Elle était brève, chaleureuse. Avait-il répondu par une de ces missives rédigées à la hâte dans ce style télégraphique dont il l'a bombardé du temps de sa vie étudiante? T'attendons le week-end prochain, sans faute. Elle était sommée alors de faire le voyage de sa ville universitaire jusqu'à celle de ses parents. Pour la circonstance, elle avait imaginé quelque chose du genre « Impossible de venir, stop, félicitations pour votre choix, stop, pensez ». Elle fut surprise d'apprendre que son père avait téléphoné, discuté avec le maire, un homme charmant. Il comprenait bien qu'un monsieur de son âge, à demi aveugle, eut des difficultés à se déplacer. Elle n'osa pas lui demander pourquoi il avait eu son existence. « Tu sais, il veut surtout le voir, la tête du dernier héritier de la dynastie, et moi, ma tête, je préfère la garder au chaud. » Comment lui dire que le dernier héritier, ce n'était pas lui, ce n'était pas même elle, puisqu'il avait aussi un neveu. Sans doute son père pensait-il qu'après lui, sa descendance n'aurait aucun lien avec l'histoire de sa famille espagnole. Il disait volontiers avoir tiré un trait sur ce passé qui n'était pas le sien et dont il voulait éviter qu'il ne pèse sur sa fille. L'aïeul avait mis une frontière entre lui et ses origines. Il était venu en France, à la suite de son propre père. Il y avait épousé une femme, comme lui parti d'Espagne, de Catalogne exactement. Ils s'étaient séparés, elle était retournée au pays, lui non. Il avait choisi la France. Il y avait vécu jusqu'à sa mort, 40 ans plus tard. À son fils, il parlait l'espagnol ou le patois occitan. Rarement et mal le français. L'occitan était sa langue de transition. En réalité, c'était plus que cela. Il ne serait jamais français de France, mais il était chez lui, en Languedoc. Le fils, lui, était allé à l'école française. Il répondait à son père en castillan, à sa mère en catalan.
il rêvait en français. L'Espagne, il l'avait connue plus tard, à l'adolescence, pendant la guerre. Mais ceci était une autre histoire qui ne remettait pas en cause sa francité. Côté des Républicains, il n'était ni français ni espagnol, seulement un homme libre se battant pour sa liberté. Puis il était revenu en France, chez lui. Avec l'Espagne, il avait gardé un lien tant que sa mère vivait encore. Il allait parfois la voir. Quelques jours, une semaine, parfois, jamais plus. À la mort de sa mère, il avait cessé de passer la frontière. De l'autre côté des Pyrénées, il n'avait plus aucun lien. Et en avait-il seulement jamais eu. Après lui, personne n'avait rien à faire là-bas, à part du tourisme. Et encore, faire du tourisme chez Franco le mettait en colère. Après la mort de Franco, c'était presque pire. L'ennemi n'était plus là pour se rappeler à lui, pour aiguiser sa passion et sa haine. L'Espagne, qui avait regardé mourir son vieux dictateur, qui n'avait jamais soldé ses 40 ans de silence, lui était devenue indifférente. L'Espagne ou ailleurs, il était français, voilà tout. Sa fille aussi, il lui avait donné un prénom français, Alice. Du temps où elle se croyait espagnole, où elle avait décidé de l'être, elle se faisait appeler Alicia. Elle prétendait que son père l'avait nommée Alice pour lui faire croire que la France était le pays des merveilles. C'était, affirmait-elle, une sorte d'image subliminale de la France que ses parents avaient voulu lui imposer. Elle disait inoculer à travers le choix de ce prénom. Elle n'avait jamais songé à s'en débarrasser, à le changer. Elle n'avait pas pensé non plus qu'Alicia y el País de las Maravillas était une traduction littérale du titre français lui-même traduit de l'anglais, et qu'il y avait là peut-être des Alicia ibériques à qui l'on avait fait croire que l'Espagne, celle de Franco par exemple, était aussi el País de las Maravillas. Mais ceci encore est une autre histoire. Plus tard, elle prétendrait que tout avait commencé avec cette lettre. Mais sait-on jamais où naissent les commencements ? Après, on se raconte une histoire, on lui trouve une date et un lieu de naissance, une logique, un déroulement, une fin, des conséquences, une lettre. Comment une simple lettre qui ne lui était pas adressée, qu'elle avait lue par-dessus l'épaule de son père, comment une lettre aurait-elle pu mettre un terme à tant d'années d'illusions ?